J'accueille un nouvel invité. Vince, comment tu vas? Bonjour à tous, bah, écoute, merci pour l'invitation, ça va très bien. Alors ce mois de décembre, bah, écoute, un peu de repos parce que je suis papa depuis quelques mois là, donc je profite aussi de ma paternité. Voilà. Et donc félicitations. Alors, tu n'es pas un joueur ni un coach, donc peut-être que le grand public ne te connaît pas. Il y a de grandes chances d'ailleurs que peu de monde te connaisse. Est-ce que tu pourrais commencer par, te présenter, nous raconter un petit peu quel est ton parcours et quel lien tu as justement avec le basket? Alors, oui, oui, bah, évidemment, moi je suis, on va dire un homme de l'ombre, un homme des coulisses. Donc du coup, je m'appelle Vincent Bodge, ça fait, on va dire 20 ans que je suis dans le basket. Donc je suis consultant en stratégie, et en performance des organisations sportives. Donc j'accompagne des clubs, soit en tant que formateur professionnel, soit vraiment en tant que consultant. Tout dépend comment dire? Des types d'accompagnement et donc du coup, bah, oui, je suis en coulisses, je travaille avec les clubs en coulisses pour pouvoir justement, derrière, bah, les accompagner dans leur modélisation économique, dans la redéfinition de leurs projets, soit associatifs, soit, carrément de leur société. Voilà. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous citer un peu les clubs avec qui tu as eu l'occasion de travailler récemment? Alors récemment, j'ai participé à la mise à flot du Paris Basketball, sur la saison 2018-2019. Puis bon, bah, ma femme a été mutée à Toulouse, donc du coup, bah, j'ai, pour des raisons évidentes, suivi ma femme à Toulouse. Et donc j'ai, les 3 dernières années accompagné le Toulouse Basket Club, qui est devenu le Stade Toulousain depuis. Voilà, pour essayer de remettre le public au cœur du projet et de remettre, bah, Toulouse sur la carte du basket français. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire, un petit peu plus justement sur tes missions, au sein de ces 2 clubs? Comment ça se traduisait au quotidien? Alors là, on n'était pas forcément, au Paris Basketball, j'étais salarié, donc j'étais pas consultant. Donc, j'ai été débauché par, Romuald Coustre, justement à la mise à flot du club. Et donc, moi, j'avais pour responsabilité donc, bah, d'ouvrir le service billetterie et aussi de travailler sur, tous les sujets data, autour bah, des questions de CRM, de data client, pour pouvoir justement construire la fanbase du Paris Basketball. OK, intéressant. Voilà. Pareil Et côté pour Toulouse? Toulouse, pour Toulouse, ça a été différent. Là, j'y suis allé en tant que consultant, donc mais sur un format de consulting donc direct, donc prise en charge par le club direct, puisque bon, m'arrive aussi d'intervenir dans d'autres clubs, mais avec des financements publics qui prennent en charge les accompagnements. Là, sur le Toulouse Basket Club, c'était un accompagnement direct et beaucoup plus orienté marketing, communication, B2C. Donc, ça a commencé, bon, bah, dans l'ordre de chronologique par la création de la marque, l'identité visuelle, vraiment en étudiant vraiment bien les facteurs sociaux et environnementaux vraiment du club et aussi du territoire. Et pour vraiment avoir une marque vraiment auquel bah, les gens se sentent appartenir très rapidement. Puis après, derrière, bah, ça a été tout le plan de communication et aussi toutes les stratégies marketing autour bah, de la billetterie, autour de la boutique, de tout ce qui est bar et restauration, et donc la gestion et l'exploitation de tous les stadium revenues, comme on dit, vraiment les revenus de match. Voilà. OK. Donc, ouais, des missions vraiment enfin, une activité au global hyper intéressante. On n'a pas forcément l'habitude d'entendre ça. Toi, justement, qui es dans ce milieu-là, est-ce que, c'est une activité et un poste, en fait, qui est travaillé, en interne, en fait, par tous les clubs de la LNB ou vraiment tu es un peu un ovni au final? Est-ce que c'est fait par ailleurs dans tous les clubs? Alors, on voit quand même une progression depuis les 10 à 15 dernières années. Les clubs LNB commencent vraiment à prendre conscience qu'il faut allouer des ressources pour pouvoir justement se développer, gérer et développer vraiment l'organisation.
Et donc oui, il y a eu des efforts quand même qui ont été faits déjà par la Ligue, hein, qui a vraiment charté aussi, qui a mis en place dans son règlement intérieur une partie, un volet marketing, donc pour charter les terrains, charter les maillots, avoir vraiment une cohérence sur déjà la chaîne graphique. Et puis après, derrière, oui, ils commencent à allouer des moyens. Donc, on commence à avoir des clubs avec 5 salariés en Pro B déjà. Il y a certains clubs qui ont 5 salariés et qui commencent vraiment à étoffer leur staff administratif et commercial. Et ça, c'est important parce qu'au bout d'un moment, il faut pouvoir aussi, dans le modèle économique du club, pouvoir développer vraiment des ressources pour pouvoir justement derrière déjà anticiper les baisses des subventions et s'orienter de plus en plus vers du privé. Donc, on parle vraiment de sport business à cette échelle-là et pouvoir justement derrière déjà amortir le sportif parce que le sportif, ça dépense, mais derrière, il faut pouvoir justement créer de la plus-value sur ce que ça engorge. Voilà. Tout à fait. Bah, parfait. La transition est vraiment amenée de manière très subtile et parfaite, puisque j'allais aborder la question du développement des clubs français, et notamment sur le lien qu'il peut y avoir entre le développement d'un club et la performance sportive. C'est vrai que, comme tu l'as dit, on entend de plus en plus sur les 5-10 dernières années parler du fait que les clubs doivent se professionnaliser, ils doivent se structurer, se développer pour espérer avoir une vision, pour avoir une vision long terme et se pérenniser à haut niveau. Quand on parle de se structurer, se développer, pour toi, ça veut dire quoi et ça doit toucher quel secteur? Alors, ça veut déjà dire avoir les bons outils, adaptés à son marché, à son territoire. On voit le cas de Blois qui se construit vraiment pour durer, puisqu'ils ont un projet de centre de formation, ils ont une nouvelle salle. Donc, le problème, c'est que la salle, elle est trop petite. Et l'idée de Blois, je pense, parce que bon, ils ont sur le sponsoring, ils ont un micro-marché. Donc, d'ailleurs, je pense qu'ils vont plafonner très rapidement sur le sponsoring, même si, bon, Monsieur Seignol est le directeur du MEDEF, donc ça aide justement à faire la passerelle avec le club. Derrière, c'est les collectivités forcément qui ont livré un outil d'exploitation trop petit. Et derrière, ils plafonnent en termes de capacité d'exploitation. Et donc, du coup, derrière, ça risque de les fragiliser à long terme. Donc là, c'est un cas parmi tant d'autres. Même si l'ancrage de Blois sur son territoire est vraiment un cas d'école parce que ils sont partis de loin, ils ont construit vraiment leur approche de manière méthodique avec des cycles stratégiques bien respectés. Et donc, leur approche a été excellente. C'est juste que les collectivités derrière n'ont pas forcément fourni l'outil qu'il fallait. Et aujourd'hui, quand tu parles de modéliser, se structurer, vraiment sur le long terme, l'Arena fait partie vraiment de l'outil incontournable pour pouvoir. C'est l'outil d'exploitation du club. Donc c'est vrai que il y en a qui vont être fragilisés. On verra peut-être un peu plus loin la question des arénas, mais pareil, il y a beaucoup à dire sur le sujet. OK. Et quand tu parles de l'Arena qui est un point central, est-ce que c'est en termes de tout bêtement, hein, je pose des questions qui peuvent, peut-être être, un peu futiles, mais être propriétaire de son Arena ou alors disposer, même en tant que locataire, en fait, d'une salle qui a une bonne capacité? Alors, faut savoir que 95% des enceintes sportives dans les championnats professionnels, ça soit tout championnat pro confondu, tout sport confondu, appartiennent aux collectivités. OK. Donc, c'est financé par les collectivités, donc c'est entretenu par les collectivités. Et donc, derrière, après, tout dépend des conditions de partenariat que vous avez avec les collectivités. Il y a des collectivités qui veulent facturer au club, d'autres qui habilement réussissent à intégrer ça dans la convention d'objectifs, avec peut-être une subvention un peu plus réduite, mais cet outil, la livraison de l'outil, est justement à vocation de s'émanciper un peu aussi de l'argent public. Mmh. Donc après, encore une fois, ça dépend des cas. Moi, je pense que oui, quand on est dans une relation de partenariat et de confiance, vaut mieux intégrer ça justement dans la convention d'objectifs, voilà, pris en charge par les collectivités. OK. Intéressant.
Et pour en revenir à toute la partie plutôt effectivement création de marque, image, tu parlais de chartes instaurées par la LNB. Pour toi, est-ce qu'il y a un lien, et si oui, qu'est-ce que c'est au final, qu'il peut y avoir entre, cette partie développement d'un club en termes d'image et performance sportive? Est-ce que, c'est indissociable ou au contraire, est-ce que l'un peut impacter l'autre? Alors ça, c'est, quelque chose que j'aimerais bien creuser, notamment avec le Syndicat national des basketteurs, savoir si, ça a une influence sur les joueurs, notamment sur le sentiment d'appartenance, sur mouiller le maillot vraiment, l'identité visuelle d'un club qu'on représente, hein, qui représente sur le terrain et comment dire? Et aussi, derrière tout ce qui est dérivé, c'est-à-dire les maillots, le décor et tout ça. Est-ce que ça a une importance sur la performance sportive? Je pense que ça joue un peu, mais après derrière, c'est pas un facteur, on va dire, prédominant, sur la performance sportive. Mais ça joue, ça joue. Après derrière, l'idée, c'est d'avoir une cohérence. Et je pense que le travail de cadrage de la Ligue à ce sujet permet aussi au club de se prendre en main sur la question du déploiement de la marque, notamment dans les enceintes sportives, parce que c'est une marque, c'est pas juste un logo, c'est derrière toute une harmonie graphique, toute une chaîne graphique à déployer. Et donc, du coup, ça commence par les enceintes et on construit la fan expérience là-dessus. Donc, derrière, ça peut booster aussi la fan expérience. Parce que la fan expérience se construit sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend, même sur l'odorat. Hein. On va à Roanne, hop, à la Vacheresse, il y a une petite odeur de popcorn quand on rentre, hein, je pense que tu connais. Et ça a son charme, ça joue sur l'essence et forcément, ça fait, voilà, ça rentre vraiment dans la fan expérience client. Et plus le fan est content, plus forcément il va pousser l'équipe. Et bien sûr, on sait aussi derrière que le public qui pousse son équipe, ça pousse aux exploits. On l'a vu encore à Equinox avec Bourg-en-Bresse qui a fait plier le Paris Basketball ce week-end. Exactement. Tu as parlé de Rouen, justement. Est-ce que tu as Ouais. des exemples dans ce secteur sur le développement, enfin sur le travail, sur l'image à côté, des exemples de bons élèves ou de mauvais élèves? Alors, je ne vais pas citer les mauvais élèves, hein, parce que je ne suis pas là pour tacler les gens. Moi, voilà, j'aspire vraiment justement à montrer les bons élèves pour que ça inspire les autres. Voilà. Mais après, faut essayer aussi derrière, il faut décortiquer, il faut analyser, il faut comprendre pourquoi aussi ce sont des bons élèves. Après, en termes d'image de marque, il suffit de reprendre un peu les clubs qui ont travaillé leur identité visuelle en prenant en compte les facteurs sociaux et environnementaux, c'est-à-dire ce qui se passe autour de nous, sur notre territoire. Chaque territoire a ses particularités, son histoire, ses acteurs économiques ou historiques. Il y a toujours quelque chose à puiser là-dedans pour pouvoir construire son histoire. Et pour pouvoir justement derrière être en cohérence avec tous les gens sur le territoire. Alors moi j'aime beaucoup les travaux de Laurent Rullier parce que je travaille avec lui depuis 2009, on a fait plusieurs clubs ensemble. Alors bien sûr le Toulouse Basket Club avant de passer au Stade Toulousain était vraiment un exemple, mais si vous regardez les Sharks d'Antibes, voilà, ça a été derrière, ils ont vraiment étudié Ouais. les facteurs macro-environnementaux. L'Hermine de Nantes, pareil. Même si après derrière on livre un logo, c'est au club de construire vraiment le déploiement et de construire aussi le storytelling autour de ça. Mais voilà, mais derrière, oui, sur les logos qui ont été faits par Laurent Rullier, il y a des cas où il n'a pas toute sa totale liberté artistique, d'autres où il l'a. En l'occurrence, pour les Sharks, il l'avait. Voilà, je trouve qu'il y a quand même vraiment des logos où la figure vraiment dégage quelque chose avec du caractère et qui donne vraiment envie de se sentir appartenir au club. Après, derrière, en termes de fan expérience, que tu me disais fan expérience, tu me disais marque, fan expérience. En fan expérience, comment dire, c'est pas les précurseurs, mais enfin, voilà, c'est un peu la cavalerie, c'est le Paris Basketball. Le Paris Basketball en termes d'entertainment, de divertissement. Ils ont apporté ça tout de suite dès la mise à flot du projet. Dans une salle quand même assez vétuste, qui est la Halle Carpentier, qu'ils ont réussi à avoir des enveloppes pour rafraîchir la salle, le temps d'avoir leur bon de résidence pour l'Arena.
Et voilà, et donc derrière, oui, c'est beaucoup plus de moyens sur les animations. Ça permet aussi de faire des activations de marque aussi, et avoir voilà, et être vraiment dans la lignée de leur stratégie marketing, notamment sur le sponsoring, avec beaucoup d'activations et des partenaires, mais vraiment des partenaires B2C, parce enfin des partenaires qui s'adressent vraiment au public. Donc, c'est d'où l'intérêt de remettre le public au cœur du projet aussi. Mais voilà, mais en termes d'entertainment, en termes d'animation, ils ont fait venir, mince, je l'avais au bout des lèvres, la société qui s'occupe du All-Star Game, Sport Plus Conseil, voilà, pour pouvoir justement derrière mettre à flot vraiment l'expérience spectateur, tout l'entertainment. Et puis bon, voilà, et derrière, ils ont délocalisé pas mal de matchs à Roland-Garros, à Bercy. Enfin, ils innovent dans le domaine. Donc oui, c'est précurseur. On va voir si Lyon derrière aussi s'approprie ces codes-là. Mais encore une fois, pour pouvoir faire de la fan expérience, il faut avoir une enceinte qui le permette. Il y a aujourd'hui des enceintes qui n'ont pas de jeu de lumière, par exemple, en LNB. Voilà, il faut pouvoir avoir des jeux de lumière, il faut pouvoir avoir quand même des écrans LED pour pouvoir mettre en place des animations. C'est pas que de diffuser de la pub, c'est aussi mettre des animations qui éveillent le public. Et on est encore loin d'avoir des régies vidéo qui font de la captation publique pour des kiss cam, des choses comme ça, pour activer le public. On n'en est pas encore là, mais ça va arriver. Ça va arriver. Voilà. Il faut un cube, ouais, j'ai vu récemment, il y a quelques jours, Jean-Denis Choulet a annoncé, a réagi sur le fait que la collectivité Roanne Agglomération va financer du coup l'installation d'un cube à Vacheresse. Très bonne nouvelle. Ouais, bon, ils ont déjà les jeux de lumière à la Vacheresse. Ils ont déjà les jeux de lumière. Mais ça vient progressivement. Mais on voit déjà des arénas. Alors, on parlera des arénas un peu plus en détail, puisqu'il y a les arénas 1 et les arénas 2. Voilà, on voit des arénas 2 qui sont livrés sans Jumbotron, sans écran central, sans jeu de lumière, sans rien. Donc, il va falloir progressivement pouvoir instaurer tous ces dispositifs de spectacle. Effectivement. Alors, pour essayer de ramener un peu de challenge dans la discussion, en France, en tout cas, enfin, je prends le cas vraiment typiquement français, la LNB, que ce soit la Pro B ou la Betclic Elite, c'est des ligues qui sont vraiment extrêmement homogènes et compétitives. Ce qui prime principalement, on le sait, c'est le résultat sportif. Tu dois avoir chaque année 2 ou 3 victoires d'écart entre le premier relégable et limite le premier participant, enfin le huitième qui va participer au play-off. Donc il y a vraiment cette vision, je pense, qui est très court-termiste et axée sur le résultat. Quand on parle de se développer, se structurer, forcément, ça va générer des coûts. C'est des postes de dépenses. Alors comment, enfin pour toi, du coup, qui a cette activité, je ne sais pas si tu fais du démarchage envers les clubs, mais quels sont les leviers, en gros, pour inciter les clubs à se développer et à se structurer et donc à engager des frais sur toute cette partie-là qui, au final, va avoir un impact, mais beaucoup plus long terme, peut-être sur la performance sportive, alors que ton but, au début de la saison, c'est de te maintenir ou c'est de performer vraiment sur l'aspect sportif. Alors oui, challenge. Je pense que ça passe d'abord par un peu de pédagogie auprès des gouvernances. On voit que les mentalités évoluent et ça, c'est plutôt prometteur. Après, ça avance lentement, mais bon, ça avance et il faut toujours pouvoir justement identifier et mesurer les progrès, aussi peu qu'ils sont. Mais voilà, après, oui, ça passe par de la pédagogie, ça va passer aussi par peut-être des fenêtres dans des séminaires pour essayer justement derrière de sensibiliser à ces causes-là. Après, oui, c'est un travail aussi que mène la LNB. Ils le menaient déjà parce qu'ils avaient mis en place des séminaires justement pour les dirigeants, et ils existent toujours, mais aussi pour les salariés. Pour justement derrière se former aux bonnes pratiques. Et donc ça, c'est plutôt des choses dont on ne parle pas, mais qui se passent dans le microcosme LNB. Et on voit vraiment depuis 10-15 ans vraiment une évolution quand même là-dessus.
C'est marrant, tu parlais de la gouvernance, que c'était Romuald Couspe qui est venu te chercher pour Mhm. ta mission. On parle beaucoup, on a cette vision à exposition forcément qui est plus large de la NBA aujourd'hui en France. On parle de propriétaires de franchise, de general manager. En France, j'ai l'impression quand même qu'on parle assez peu des présidents, des directeurs opérationnels, des directeurs sportifs. Quelle est C'est leur compliqué. influence? Alors, c'est compliqué parce que, alors moi, j'ai une vision assez tranchée des gouvernances dans les clubs pro. C'est un peu, malheureusement, les séquelles du monde amateur où derrière, bah, c'est des dirigeants qui bah, sont forcément, enfin, souvent rattrapés par le quotidien parce que bah, ils ont d'abord leur vie professionnelle, leur vie familiale et après la vie du club. Donc forcément, quand on est dans ces conditions-là, il y a forcément un décalage entre le, on va dire le top management et derrière bah, le terrain. Parce que bah, le terrain, lui, il commence ses journées à 9 heures. Quoi. Voilà. Euh, donc il y a forcément, il y a souvent des décalages. Après, derrière, il y a aussi des présidents qui peuvent être salariés aujourd'hui et qui vraiment ont une vision d'entreprise. Et ça c'est ce qui peut permettre aussi derrière de changer la donne. Euh, maintenant, maintenant, oui, c'est encore une fois, c'est la Ligue nationale de basket qui doit sensibiliser à ça. On voit qu'il y a des clubs qui sont modernes, qui intègrent des directeurs généraux. Ça permet vraiment de pouvoir. Alors, quand je dis directeur généraux, à pas confondre avec directeur sportif. Déjà, là, quand on dit GM, déjà, il y a deux interprétations possibles. Soit c'est général manager de l'organisation, soit c'est général manager de l'équipe. En général, ceux qui disent général manager de l'équipe, ils confondent avec le directeur sportif. Sauf que un club, c'est pas qu'une équipe sportive professionnelle, c'est toute une organisation autour. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a encore voilà, des troubles de langage dans le sport français qui font corriger, gommer au fur et à mesure. Euh, Après, derrière, oui, sur la gouvernance, bah oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, les directeurs généraux, les GM vont venir soulager ça. Ils vont être le relais vraiment de cette top gouvernance. Et puis, c'est aussi derrière mettre la gouvernance vraiment dans une position de contrôle, comme on appelle les comités de surveillance, beaucoup plus que sur mettre la main à l'impact et être débordé au quotidien et vraiment ne plus avoir les yeux en face des trous. Ça, c'est souvent le cas aussi, parce qu'il y a beaucoup de présidents qui se démènent pour leur club par passion. Mais la passion, derrière, c'est pas forcément toujours euh, ce qui va permettre à une organisation de performer. Il faut aussi apporter du savoir-faire, avoir de la méthode et pouvoir justement aussi repositionner vraiment la gouvernance en position de contrôle avec un manager général, un directeur général qui va être vraiment le relais, mais pour la maîtrise, vraiment la maîtrise de l'organisation et des tâches qu'il y a au quotidien. Ok, Voilà. intéressant. Et effectivement, je pense qu'il y a un manque de, je ne sais pas si c'est de la transparence, mais un manque de visibilité aussi auprès du grand public sur effectivement tous ces termes entre manager général, directeur sportif, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui font la confusion et qui ne connaissent pas forcément quelles sont les tâches et les rôles entre qu'est-ce que va faire, qu'est-ce qui relève du coach, du directeur sportif, dans le recrutement, dans voilà. Mais on confond parce qu'on veut copier comme on veut copier ce que font les Américains, sauf que c'est pas du tout le même modèle. En NBA, par exemple, un general manager, au final, ça reste un directeur sportif, mais bon, derrière, eux, ils ont des revenus passifs sur les droits télé, et derrière, ils ont les revenus Arena. Les revenus Arena, des fois, bah, vous êtes sur la NHL et sur la NBA, donc c'est un Arena manager qui gère le business. Donc vous avez les revenus passifs et après, derrière, tout est dépendant du stade. Le sponsoring en Amérique du Nord, c'est zéro. Ils vendent ça, ils vendent les droits télé aux droits TV et c'est les télévisions, les retransmissions télé qui font du placement de marques, de produits, de choses comme ça. Ce sont pas les équipes sur le terrain. Bon, même si on commence à voir apparaître certains sponsors en bretelles, c'est ultra charté et ils vont pas devenir vraiment des placards à sponsors. Donc voilà, donc c'est un modèle différent. Et bien sûr, les clubs, forcément, créer de la valeur en fonction de leur performance sportive, en fonction de,
de la valeur du marché des joueurs aussi. Ça joue. Ça derrière, nous, on l'a pas encore le marché des joueurs en Europe. Ça viendra peut-être un jour. Faut pouvoir aussi derrière faire des contrats à longue durée pour que justement derrière créer des mécanismes de valeur. Donc ça, encore une fois, ça viendra peut-être un jour. Mais voilà, donc c'est pas le même modèle. Et il faut savoir que chez les Anglo-Saxons, et là je vais faire un peu le prof d'Amo Sport Business School. En fait, chez les Anglo-Saxons, dans une organisation sportive, et c'est un peu le système scolaire qui veut ça, mais ils professionnalisent du haut vers le bas. Et nous, on professionnalise du bas vers le haut. C'est-à-dire que dans une association, on va d'abord miser sur l'encadrement, et donc technique, de la pratique sportive. Et derrière, on va former les entraîneurs pour pouvoir justement peut-être les professionnaliser, s'ils arrivent à avoir un niveau de diplôme intéressant. C'est toujours précaire. Et voilà, et c'est toujours poussif pour pouvoir évoluer dans une organisation sportive. Tandis qu'aux États-Unis, ils embauchent d'abord le manager qui va être le pilote du projet et qui va au fur et à mesure créer de la valeur et affecter les ressources. Donc, on a une professionnalisation top to bottom vraiment dans les pays anglo-saxons, alors qu'en France, on est vraiment bottom to top, mais le top, on n'y arrive pas forcément souvent. Il y a des clubs qui structurellement sont forcément rattrapés par l'URSSAF déjà. Et l'URSSAF, c'est les recommandations de l'URSSAF, c'est un ETP pour, par exemple, sans adhérent dans un club. Donc, à partir de là, on a un 35 heures pour 100 licenciés. Ça, c'est les recommandations de l'URSSAF. Derrière, le club, il va grandir. Donc, structurellement, il va grandir. Il va engager plein d'équipes. Il va diversifier ses pratiques et tout ça. Donc, je les accompagne pour ça. Aussi pour redéfinir les projets, les stratégies, comment on diversifie ou pas les pratiques sportives. Et derrière, à partir vraiment d'une certaine taille, là, c'est important d'avoir un relais administratif pour les dirigeants, de pouvoir déléguer ça et de pouvoir avoir quelqu'un qui est sur la coordination et qui est sur le contrôle des activités au quotidien. Il y a de plus en plus d'enjeux, il va y avoir de plus en plus de règles, donc forcément, structurellement, il va y avoir de plus en plus de professionnalisation sur des postes de directeur administratif et financier, de responsable administratif, de responsable du développement, de manager de petites structures, ces choses-là. Je parle vraiment du rayon amateur. Ouais. Voilà. Très intéressant. Ça fait une bonne transition. Tu as parlé notamment des diffuseurs côté américain. J'aimerais qu'on aborde la question de l'exposition du basket français et notamment pour commencer de la Betclic Elite. Ouais. Déjà, on peut faire un tour d'horizon de la situation. Donc, ces dernières années, il y a voilà, des choses qui ont agité un peu le microcosme du basket français. On peut noter récemment, et on aura cette application qui aura lieu cette année, le vote d'une réforme qui va faire que la Betclic Elite va passer de 18 clubs à 16 clubs à l'issue de cette saison. Donc, l'année prochaine, il y aura 20 clubs qui évolueront en Pro B. Et nous avons eu le droit, j'ai compté sur les 5 dernières années à peu près à une succession de diffuseurs TV, de RMC Sport, en passant par je ne sais plus qui, à la LNB TV qui a été développée. Et depuis maintenant, ça s'est conclu par l'arrivée de Squeak, du coup la marque montante qui diffuse maintenant à la fois la Betclic Elite, l'Eurocup, l'Euroleague et la LFB. Beaucoup de changements donc ces dernières années, une dynamique assez positive grâce notamment l'année dernière à la Wemba Mania, la concrétisation aussi quand même l'arrivée de quelques belles grosses salles en France, donc pas toutes des arénas mais il y a quand même eu des belles salles, notamment pas mal en Pro B aussi, c'est intéressant de le noter, et des belles performances des clubs français sur la scène européenne. À côté de ça, on est de plus en plus, tu le disais, dans une ère de sport business. On parle de créer des fan expériences, pour te citer dans les salles. J'aimerais avoir ton avis sur un peu tout ça. Est-ce que, sur cette exposition qui grandit petit à petit de la Betclic Elite, est-ce qu'on va dans la bonne direction dans le cadre de cette médiatisation du basket français pour le grand public? Alors, parce que là, il y a 3 sujets. Il y a la formule du championnat, il y Ouais, a la comment dire? Il y a la formule du championnat, il y a les arénas, donc ça, on pourra y revenir après plus en détail. ouais. Hem Et la diffusion et derrière, TV. on va parler du volet média. Donc le volet média, alors,
On va faire pour reprendre l'historique. Oui, le problème, c'est que la LNB a toujours choisi d'aller au plus offrant. Et donc, RMC est arrivé vraiment dans l'univers des chaînes de télé de sport. Et forcément, ils avaient des moyens. Donc, sauf que derrière, l'offre était surdimensionnée par rapport à la valeur réelle du championnat français, qui était sur Sport Plus à 4 millions à peu près. Ils ont vendu les droits de télé à RMC Sport pour 10 millions, tout en sachant qu'à l'époque, beIN Sport était sur son premier contrat avec la NBA et ils étaient vers les 3 millions, 3-4 millions. Donc, on vendait plus cher la LNB à RMC que la NBA vendait ses droits à beIN Sport. Donc, c'est déjà à partir de là où comment dire, ça a posé problème. Et forcément, ils n'ont pas tiré. RMC Sport n'a pas forcément tiré bénéfice voilà, du produit LNB. Même si derrière il y avait quand même des choses qui ont été tentées par RMC sur l'approche éditoriale. Ils étaient assez, je pense, ils avaient les mains assez liées, enfin trop liées pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient faire. Et on retrouve cette équipe-là aujourd'hui, l'ancienne équipe d'RMC, notamment Cyril Méjeanne, qui fait du très très bon boulot et qui est aujourd'hui le rédacteur en chef de chez Squeak. C'est le big boss. Et aujourd'hui, on voit que quand même, l'offre Squeak, c'est, on va dire, une révolution. Pourquoi une révolution? Et franchement, je n'ai pas peur de le dire, parce que le championnat de Pro A n'a jamais été produit dans son intégralité, dans son histoire. Voilà. Aujourd'hui, c'est le cas. Et ça c'est une révolution. On n'a jamais produit toutes les images de tous les matchs du championnat. Là, aujourd'hui, on l'a. Et en plus, on l'a en format 10 minutes pour rattraper un match qu'on n'aurait pas vu. Donc, tous les formats sont bons. Et c'est tellement riche et ils sont tellement généreux chez Squeak que là, il va falloir quand même, sur l'interface, mettre un peu d'ordre là-dedans, parce qu'il y a d'autres contenus qui arrivent, des super contenus. Alors, bon, ils ont lancé la série Land of Brothers et tout ça. Ça permet aussi d'établir des liens de proximité en parlant du basket amateur. Ils sont sur plein de sujets et ça, c'est top. On n'a jamais eu ça. Mais je vais aller encore plus loin. C'est que aujourd'hui, on n'est plus dans une niche, on n'est plus dans une chaîne payante voilà, qui va faire 30 000 spectateurs. Là, on est vraiment sur le modèle d'accessibilité sur le web, sur une application mobile. Et derrière, je pense qu'il va y avoir une valorisation du produit. Je pense que Squeak va pas s'arrêter au championnat français. Va aussi s'ouvrir justement sur la commercialisation des droits Euroleague, pourquoi pas BCL un jour, pour avoir vraiment l'offre la plus complète. Mais derrière, ça va être un gros distributeur au niveau mondial de basket européen. Et ça peut être bénéfique aussi pour la distribution des droits TV français. Parce que moi, je pense vraiment qu'on a du potentiel pour vendre nos droits télé au championnat déjà européen, enfin aux pays européens, et pourquoi pas la NBA, pourquoi pas l'Australie. Je pense vraiment qu'on peut. Alors, le cas Wemby, ça a été un cas, bon. Ça a été un crash en termes de valorisation, hein, mais ça a été un plugin de la chaîne NLB TV sur l'application NBA. Voilà, ce qu'ils ont valorisé à l'année, ils auraient pu le valoriser au match. Hein. Mais bon, derrière, il fallait encore avoir des arguments, c'est-à-dire un bon produit. Il faut d'abord concevoir un bon produit. Donc, marketing mix, hop, on reprend ses bouquins, marketing mix, le produit d'abord, hein, combien ça nous coûte pour faire de la qualité, à combien on le vend. Hein. Et après, derrière, on a le bon produit, il faut pouvoir le faire savoir, mais il faut surtout savoir le distribuer aussi. Parce que derrière, si on n'est pas visible et accessible partout, on a beau avoir un bon produit,
derrière, personne ne le sait et on ne le trouve pas, ça risque d'être compliqué, ça risque d'être un échec. Donc non, je pense que là, les gars de chez Squeak, ils savent très bien ce qu'ils font. Bon, je pense que l'objectif numéro un, c'est augmenter le compteur d'abonnés. Ils sont très agressifs. Je pense que derrière, la Fédé aussi les aide aussi à pousser l'offre auprès des licenciés et je pense qu'ils vont atteindre leurs objectifs. Mais voilà, mais c'est une bénédiction pour le basket français. Après, ils peuvent toujours revendre des packages à l'équipe, à France 3 en décrochage régional, tout en produisant les images. Comme tu dis, c'est du pain béni pour les supporters et les spectateurs, les grands fans de basket, puisqu'on n'a pas que la Betclic Elite, hein. Il y a aussi l'Euroleague, l'Eurocup, et c'est vrai qu'on a cette plateforme au final qui centralise un peu tout ça. Donc c'est vraiment extra. Et le tout pour un tarif hyper accessible quand même. Oui. Ça nous change de Profitez-en avant que ça l'Aquimotion. augmente. Hein. Ouais, c'est ça, faut profiter avant que ça augmente, etc. Avec des vrais commentateurs, du coup, pour tous les matchs. Un petit coucou à Fred, d'ailleurs, Ouais, qui petit nous coucou à regarde. Fred Mazéa là, qui était avec nous dans la team Ficelle. Voilà. Exactement. On referme le volet Squeak. J'aimerais parler, quand on parle d'exposition, il y a forcément ce côté rivalité avec d'autres ligues domestiques. Alors aujourd'hui, les plus grandes ligues domestiques en Europe, on va avoir l'ACB en Espagne, la BSL en Turquie. Est-ce que pour toi, la Betclic Elite, à terme, a le potentiel pour pouvoir rivaliser avec ces ligues-là? Et si oui, en fait, quelles sont les marches qui nous manquent en fait pour pouvoir les atteindre? Rivaliser, ça dépend sur quel plan, parce que si tu regardes les clubs d'Euroleague, la majorité des clubs sont soit détenus par un gros mécène, soit sont les sections basket de clubs omnisports qui ont comme source de revenus le football. Donc oui, après derrière, il y a des enjeux. Donc je pense que la FIBA et ECA, donc, qui détient les droits de l'Euroleague et de l'Eurocup, vont à terme peut-être se rapprocher. Je pense qu'il y a la NBA qui est aussi autour de la table et qui ont des intérêts aussi. On voit bien que la NBA, ils n'ont pas intérêt à essayer de se développer sur les pays à long terme, sur les pays méditerranéens, parce qu'ils n'ont pas du tout le même logiciel au niveau administratif et commercial. Et que c'est plutôt ce qui les intéresse, ça va être plutôt l'Europe du Nord pour les Américains, ça va être plutôt l'Allemagne, la France, l'Angleterre, éventuellement la Hollande plus tard, qui vont les intéresser comme marché. Après, si on compare les ligues domestiques, voilà, nous, c'est vraiment homogène et c'est vraiment dense. Après, on commence à avoir des locomotives parce que là, on a une troisième locomotive qui arrive avec Paris, derrière Monaco, qui, pareil, est un club à part, et l'Asvel qui va aussi derrière essayer de pérenniser son modèle et sa stratégie avec l'Arena. Derrière, structurellement, on manque d'infrastructures. Alors bon, la CB, ils ont le plus gros parc d'Arena au monde après les États-Unis. On va en deuxième, en Leboro, deuxième division espagnole, il y avait des arénas de 10 000 places. Après, voilà, c'est structurellement qu'il va nous manquer des outils pour pouvoir justement être performant au niveau économique. Après, nous, on a une viabilité qui est dans notre championnat, qui est bien sûr. Alors, on a des avantages fiscaux comparés aux autres pays. Par contre, nous, on paye les gens en temps et en heure. Ça, derrière, c'est pas le cas forcément en Grèce, dans certains clubs en Espagne ou en Turquie. Donc, encore une fois, c'est une question de. On est un championnat où on est viable. Après, pour performer, il nous faut les outils. Alors, on va avoir des bons produits, on va avoir des produits appétants au niveau droit TV, au niveau du produit télé. Maintenant, il faut pouvoir travailler sur le produit événementiel. Et quand on regarde aujourd'hui, déjà, pour construire vraiment notre championnat, il faudrait avoir peut-être plus de grandes villes, de capitales régionales en Betclic Elite. Aujourd'hui, si on fait le point, on a un tiers des capitales régionales, donc sur 12, hein, je parle vraiment des capitales régionales en métropole, hein, intramuros. On a donc du coup Paris, on a Lyon, on a Dijon,
Mais Dijon, pareil, ils ont besoin de s'outiller. Et Strasbourg, ils ont besoin de s'outiller aussi. Dijon, ils ont leur palais des sports qu'ils ont rafraîchi, mais ce n'est pas forcément suffisant. Derrière, on a Strasbourg. Pareil, le Rhenus et le projet du Crédit Mutuel Forum et pareil, est en sommeil. Il va falloir avoir une arena de 10 000 places à Strasbourg et peut-être une arena de 10 000 places à Dijon. Enfin, ça pas à adapter en fonction du marché, bien sûr. Mais déjà, voilà déjà, rien que nos capitales régionales qui sont en Betclic Elite ne sont pas forcément bien outillées. On voit Dijon et Strasbourg, ce sont des outils vieillissants. Derrière, on a en Pro B un autre tiers, c'est-à-dire un autre tiers de capitale régionale. On a Orléans qui vient d'avoir une arena flambant neuve de 10 000 places. Et donc là, ça va être un acteur fort du marché français dans les années à venir. On a Rouen qui a la Kinder Arena, mais pareil, bon, après derrière, c'est des questions aussi de gouvernance, de stratégie, de choix et d'orientation stratégique. Voilà, Rouen, on va dire que ça vivote et c'est un peu un club comme Nantes qui a vocation à rester en sommeil en Pro B. On a Nantes en Pro B, justement, et derrière, il en manque un. On a Lille, mais Lille, ils ne sont pas outillés. Lille, ils ont une petite salle de 2000 places et donc du coup, c'est même limite insuffisant pour la Pro B, quoi, à ce niveau-là. Donc, ils vont avoir besoin. Alors, on va dire oui, il y a l'Arena Pierre-Mauroy. Pierre-Mauroy, on ne peut pas être résident de Pierre-Mauroy et le configurer en basket. Et puis derrière, on part de trop loin pour pouvoir utiliser un outil comme ça. Déjà, si on avait une Arena 2 à Lille, ça serait pas mal. Voilà. Alors, juste pour info, label Arena 1, c'est 10 000 places. Arena 2, c'est 5 000 places normalement. Selon la commission 2015, pilotée par Daniel Constantini et David Douillet, ça a permis vraiment de déclencher une mission d'intérêt général autour des arénas. C'était en 2010. Aujourd'hui, on n'a pas le compte de ce qui ressort de cette commission-là. Et on a même on voit même que les collectivités tirent vraiment, sont vraiment au rabais vraiment sur les jauges qui sont normalement dans le cahier des charges de ces fameuses arénas. Donc voilà, c'est pour ça que par exemple, on se retrouve avec Equinox qu'on dit Arena 2 et à 3005 en capacité d'exploitation. Encore une fois, on en parle beaucoup d'Arena, ce n'est pas que les jauges, les capacités d'accueil, ça va être aussi la capacité d'accueil des partenaires, avoir des salons de réception et avoir plus de capacité d'accueil en nombre de partenaires, avec des salons, des choses vraiment adéquates pour faire beaucoup plus d'hospitalité. Et ça va être aussi, surtout, dans les coursives, dans les halls de circulation de l'enceinte, avoir des espaces marchands. Et vraiment, c'est pas qu'une buvette, c'est déjà avoir une buvette pour 500 spectateurs, c'est bien, et avoir aussi des espaces marchands pour alors déjà, on peut très bien aussi faire des concessions et louer justement des stands, éventuellement des partenaires pour faire des activations de marque, par exemple, mais aussi, surtout, pour travailler les produits boutiques, parce que on le voit, tout ce qui est merchandising, tout ce qui est produits dérivés en LNB, il y a un gros travail de fond à faire. Et pas que en jour de match, en dehors des murs aussi, sur la notion de distribution, comme je te disais tout à l'heure, pour exister en dehors des murs, pour s'ancrer sur le territoire, pour pouvoir exister. Je termine sur le tiers manquant des capitales régionales. Il manque Marseille. On va parler de Fos, mais Fos, bon, c'est un club qui est en périphérie, qui a une salle de 2000 places. Et pour moi, le salut, il ne passe pas par délocaliser des matchs à Marseille, il passe par s'installer à Aix-en-Provence pour la marque Provence Basket. Sauf si, demain, le SMUC réussit à trouver un deal, le SMUC qui est en National 2, réussit à trouver un deal avec l'OM, parce que, bon, voilà, toujours cette légende de section OM basket. Ben moi, j'y crois pas trop. Donc, il y a Marseille, deuxième ville de France, capitale régionale aussi. Toulouse, forcément. Donc, moi, je sors d'un échantillonnage de marché que je présenterai à la Ligue nationale de basket. J'en fais un mémoire universitaire là,
en ce moment. Il y a Bordeaux. Bordeaux, alors, Marseille, pas d'aréna, un palais des sports vieillissant. Toulouse, palais des sports rénové, hein, un peu aux normes Arena 2, 4200 places pour travailler. C'est ultra concurrentiel en sport de salle, puisqu'il y a le volley et le hand. Voilà. Mais bon, le volley, quand on voit qu'ils ne génèrent pas beaucoup de revenus sur l'exploitation du Grand Palais, par exemple. Donc, voilà. Encore une fois, il y a moyen de faire sa place, surtout depuis qu'ils sont passés, ils sont rentrés dans le club omnisport du Stade Toulousain en tant qu'association. Il y a du travail à faire pour peut-être attirer le Stade Toulousain Rugby dans le capital. Voilà. Ok. Bordeaux, ils sont en NM2 aujourd'hui. Alors, ils sont en capitale régionale, mais c'est peut-être la région où il y a le plus de clubs pro. Parce qu'il y a Limoges, il y a La Rochelle, il y a Pau-Orthez, il y en a. Il y a Boulazac, par exemple. Ils ont leur propre émission de basket, limite avec Noah Basket sur France Télévisions, Noah, justement. Voilà. Mais Bordeaux, voilà, ils ne sont pas sur la carte du basket. Alors, ils ont un palais des sports qui n'a pas forcément une bonne configuration, une bonne architecture. Et derrière, il faudrait, je pense, une aréna de taille intermédiaire, une aréna 2. Et il y a une aréna 1, mais qui n'est pas en Bordeaux intramuros, qui est à Floirac, donc en périphérie. Donc pareil, gros souci d'implantation, je pense, à Bordeaux. Ça prendra du temps pour voir un club bordelais sur la carte du basket pro français. Et voilà, c'est toujours ce souci d'aréna. Il y a des arénas qui poussent, mais qui sont voués à un échec industriel parce que derrière, ils sont en périphérie, ils sont reculés, ils ne sont pas accessibles. Ça, c'est fondamental, l'accès à des grandes salles. Et je pense que dans les études aussi, il faut pouvoir avoir de nouvelles parties prenantes parce que les collectivités, ils l'admettent, ils n'ont pas d'expertise là-dedans. Donc, il faut pouvoir les accompagner déjà dans la conception, chose qu'a fait David Kahn au Paris Basketball. On verra que l'aréna de la Porte-de-la-Chapelle n'a pas les défauts de l'aréna de Lyon, notamment derrière les paniers, parce qu'on a vu en Euroleague que l'aréna de Lyon, justement, de Dessine, derrière, il y a trop d'espace et trop reculé derrière les paniers. Là, à Porte-de-la-Chapelle, je pense qu'on sera au plus près du terrain. Voilà, je pense que c'est un critère, je pense, important pour David Kahn parce que il sait valoriser justement des places, la commercialisation des places. Donc il y a ça. Donc Bordeaux, voilà. Mais je pense qu'il faut, comme partie prenante, il faut aujourd'hui pouvoir intégrer sur le plan d'aménagement du territoire en aréna, il faut pouvoir intégrer les centres commerciaux, les promoteurs de centres commerciaux comme partie prenante pour pouvoir justement derrière greffer de la vie autour. Parce que quand on est en périphérie, c'est très compliqué d'attirer du monde dans des arénas. Il faut de la vie autour. Et si, au contraire, une aréna se greffe sur un gros centre commercial régional pour proposer du divertissement, en plus de vraiment un temple de marchandises, je pense que les centres commerciaux, ils en sortiront gagnants. On voit dans Capital, ils parlent ils ont des besoins en loisirs, en divertissement, en spectacle. Donc, ça peut aussi être une solution. Dernière capitale qui manque, c'est Rennes. Pareil, la capitale de Bretagne. Rennes n'est pas sur la carte du basket. Ils ont un club de Hénin. Après, derrière, est-ce qu'ils sont prédisposés à évoluer plus haut ? Il y a le marché, en tout cas. Il y a le tissu économique. Maintenant, après, derrière, c'est une question de stratégie, d'outils aussi, parce que leur outil est limité. Il y a une Arena 2 à Cesson en périphérie, où joue le handball en Star League. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée d'aller en périphérie ? À voir en fonction de la zone de chalandise. Voilà. Très intéressant. Merci Vince. Je te propose qu'on poursuive la discussion dans une deuxième partie entretien. Avec grand plaisir.